Alors, il me fait plaisir de commencer par vous présenter. Donc, alors, je ne vais pas les présenter extensivement puisque c'est eux qui vont vous parler de leurs travaux mieux que moi ensuite. Donc, Luc Lévesque, architecte, professeur en histoire et théorie des pratiques architecturales au département des sciences historiques de l'Université Laval à Québec. Ses recherches portent notamment sur les potentialités d'une approche interstitielle du paysage urbain et de l'urbanisme. Alors, il a dirigé de nombreux dossiers sur l'architecture, le paysage et les pratiques urbaines. En architecture, il a collaboré avec divers bureaux qui l'ont conduit à effectuer des projets, notamment à Rotterdam, à New York, etc. etc. Caroline Loncol-Degnaud est auteure, chercheuse et commissaire. Avec l'écriture comme lueur première, elle traque les pratiques de la pénombre, de même que les filiations de l'art et de l'environnement. Elle est présentement chargée de cours à l'université de Sherbrooke, où elle enseigne le séminaire Approche spatiale et environnementale. Elle a de plus effectué plusieurs résidences d'auteurs. J'ai également Annie Perrault, diplômée en littérature de l'université McGill, qui a publié des nouvelles dans plusieurs revues ici au Québec, remporté plusieurs prix également, le prix littéraire Radio-Canada, le prix finaliste au prix Adrienne Choquette, non, est-ce que tu l'as eu? Mention d'honneur au prix Adrienne Choquette, qui est un prix assez reconnu pour la nouvelle au Québec. Et notamment, l'un de ces recueils est composé d'une soixantaine de textes, nouvelles et fragments qui tournent essentiellement autour du terrain vague. Et enfin, Antoine Boisclair, alors on nous l'a déjà présenté ce matin, je vais faire très vite, poète, enseignant de la littérature au niveau collégial, observateur attentif du milieu poétique et de la poésie québécoise, qui a publié notamment Le bruissement des possibles et puis quelques collectifs ou monographies. Je vous remercie et puis donc pour présenter davantage leurs travaux et leurs apports, on va faire un premier tour. Bonjour à vous tous et toutes. Comme Isabelle... Élise, excusez-moi. Mon cerveau est un petit peu brouillé ces temps-ci, et surtout aujourd'hui avec la migraine. Mais donc comme Élise le signalait, j'ai une formation d'architecture. Je vais juste retracer un petit peu d'où est émergé, disons, mon intérêt pour le terrain vague. Donc, c'est dans le contexte des années 90. En architecture, donc on vit une espèce de crise, il n'y a pas beaucoup de travail. Les années 90 et 2000, au niveau de Montréal, entre autres, comme on l'a signalé, je pense ce matin, il y avait une multitude de terrains vagues. Et il y avait aussi, au niveau de l'administration municipale, une espèce de problème avec cette situation. Donc on percevait ces conditions urbaines, ces terrains vagues, comme étant négatifs pour la ville. Et donc on avait la stratégie de les masquer, ou en tout cas de vouloir les éliminer. Et donc, comme architecte, bon, bien sûr, notre position est davantage généralement de combler ces terrains vagues, de les construire, de les aménager. Donc j'avais une espèce de vision assez critique par rapport à cette attitude. Donc c'est à la même époque, comme par hasard, que Ignacio Sola Morales a fait sa conférence à Montréal, donc en 1994, j'y étais, et donc ça m'avait vraiment frappé, donc ce point de vue très particulier, assez inusité, disons, dans le monde de l'architecture, d'avoir un regard beaucoup plus positif sur justement cette condition urbaine. En parallèle, Élise ne l'a pas signalé, mais je suis aussi dans le comité de rédaction de la revue Inter, et en parallèle, on avait des dossiers urbains. Entre autres, on suivait un cas assez intéressant à Québec d'un immense terrain vague au centre-ville qui est aujourd'hui comblé et où la communauté se l'était appropriée. Donc il y avait eu une appropriation communautaire de cet espace-là qu'on appelait le Jardin de l'Îlot Fleuri. Donc ça, c'est une entreprise très intéressante. On est au début des années 90 aussi. C'est sûr qu'il se passe des choses du même type dans les années 80 à Berlin, mais bon, avoir ça à Québec, donc de cette amplitude, c'était assez intéressant. Donc, tout ça combiné, en fait, on a aussi donc publié Ignacio Sola Morales dans Inter avant même la publication en anglais. Donc, c'est un texte, ça émanait d'un texte en espagnol.
Et on avait, avec l'accord de Morales, donc titré plutôt que terrain vague, urbanité interstitielle, un peu en lien justement avec cette idée de l'occupation des pratiques qui doivent activer justement ces espaces. Donc le concept de terrain vague est fort intéressant, on l'a déjà signalé, l'espèce de tension, de l'oxymoron entre le terrain délimité, le flux, le vide et l'indéterminé du vague, tout ça combiné dans une même expression. C'est pas pour rien que Morales a utilisé ce terme donc en français, parce qu'on n'a pas d'équivalent en anglais, donc il y a vraiment cet intérêt. Mais moi, dans ma pratique et dans l'approche, j'ai toujours eu donc la tendance, donc, tout en mettant l'accent sur l'intérêt justement de cette dénomination terrain vague, d'utiliser aussi l'idée de l'interstitiel, la condition interstitielle, parce que je la trouve peut-être davantage fuyante, plus malléable et impliquant aussi directement les pratiques. On peut parler justement d'urbanité interstitielle, de pratique interstitielle. Donc le terrain vague ou la condition spatiale de l'interstice ou temporelle, comme on l'a signalé, elle peut être aussi peut-être activée par des pratiques. Donc on pourrait d'une certaine façon faire émerger des interstices, ou donc cette condition de terrain vague avec cette double polarité, dans des univers très variés qui n'ont pas nécessairement l'apparence de l'archétype du terrain vague tel qu'il a été présenté en photographie, comme Morales l'a présenté, ou au cinéma. On pense à Wim Wenders, un film qui m'a beaucoup marqué, Les ailes du désir, dans la Grande Friche de Berlin. Donc c'était dans le milieu des années 80. Donc cette idée d'interstitiel comme activateur, bon, qui peut être une condition existante, mais qu'on peut aussi activer, ça va être un peu disons, le thème d'une recherche action qui va se mettre en branle au début des années 2000 avec l'atelier SIN, où on a, donc, est-ce que je suis trop long là? Donc je vais juste signaler les deux premiers projets qui ont été un peu le point de départ de cet atelier. Donc un premier projet qui s'appelle Hypothèse d'amarrage, donc qui va se dérouler à Montréal, et où justement on voulait, en opposition à cette espèce d'optique de dénigrement de ces espaces, on voulait donc, et plutôt que de les aménager, proposer l'idée d'un ménagement, de ménager ces espaces avec donc une intervention très minimale, utilisant le mobilier comme un élément donc d'invitation à explorer, à occuper ces espaces qui peuvent être rébarbatifs pour une grande partie de la population. Et donc, on a utilisé la table de pique-nique un peu comme une espèce de ready-made générique qui évoque à la fois donc, le parc, l'univers du pittoresque, mais qui donc était positionné dans une gamme d'espaces assez variés, des espaces abandonnés, sous-utilisés, de différentes natures, qui étaient généralement donc peu utilisés. Et donc, la table devenait donc l'espèce justement d'amarrage à un site. Et donc, tout se faisait bien sûr sans aucune autorisation. Donc, on a déployé une constellation de tables comme ça dans différents sites. Et c'était aussi l'idée de voir un peu la marge temporelle de ces actions dans ces sites, parce que on l'a signalé à plusieurs reprises durant le colloque, l'importance de la dimension temporelle du terrain vague. Et donc, il y a toute une gamme de variations, de durée qui peuvent constituer un vecteur très intéressant pour un urbanisme qu'on pourrait qualifier d'interstitiel, qui viendrait activer, mais de façon très minimale, ces espaces. Parce que bien sûr, cette condition de confort paradoxal qu'on peut retrouver dans le terrain vague, donc c'est un peu ce qu'on voulait donc proposer avec un élément mobilier aussi simple que la table, pour justement ne pas éradiquer l'espèce de dimension brute, sauvage, impure du terrain vague, mais tout en permettant de s'y arrêter d'abord, parce que c'est souvent des lieux de transit, et aussi de
les sentir. On a fait donc l'expérience sensorielle ce matin. Donc, cette idée d'une sensorialité qui n'est pas simplement visuelle, mais qui est aussi tactile. Donc, il faut s'arrêter pour vraiment prendre conscience de la richesse de ces espaces, des grandes variations paysagères qu'on peut y retrouver. Et donc, c'est un peu dans cette optique que c'est fait le premier projet. Et donc, il y a des tables qui ont disparu après quelques mois. Il y en a qui sont encore là après 15 ans. Donc, ça vous donne un peu la variation temporelle qui est offerte par cette condition de terrain vague à Montréal. Je vais m'arrêter là, puis je continuerai. Parfait. Je vous remercie, Luc. Caroline Loncoldigno. Oui. Donc, moi, je dois le dire en toute humilité, je ne suis pas du tout une spécialiste du terrain vague. Par contre, le terrain vague est venu rencontrer ma pratique de diverses manières. Donc, je suis une commissaire d'exposition, mais surtout d'événements artistiques à l'extérieur. Donc, nécessairement, je dois penser aux conditions dans lesquelles je veux que des œuvres soient vécues, puis des conditions dans lesquelles je souhaite que des artistes puissent trouver de l'inspiration. Donc, il y a ça. Il y a aussi le fait que j'écris sur les arts. Puis ça, c'est vraiment ma pratique première, c'est l'écriture que je vois comme un lieu de décantation. Puis la métaphore du terrain vague s'applique aussi, je trouve, dans le travail d'écriture sur une œuvre, parce qu'il y a l'idée de contemplation, de décantation, de retrait, etc. Toutes sortes de termes qui ont surgi au fil des 2 journées. Et puis, ce qui m'est apparu, en fait, que je n'avais pas prévu, c'est que plus je vous entendais discuter, plus il m'est apparu qu'étant donné l'incertitude du terrain vague, étant donné les tensions qui sont en présence, étant donné aussi la question de la finitude humaine qui est véhiculée par le terrain vague, mais aussi l'idée de possible, c'est comme si pour moi, ça combine toutes les qualités d'une œuvre réussie. Ouais, c'est comme si je pourrais me poser devant un terrain vague, écrire sur ce terrain vague, puis ce serait suffisant. Il n'y aurait pas de nécessité que... C'est un peu comme l'effet de la ruine, par exemple, mais en même temps, il y a comme ces 2 tensions-là, tandis que la ruine, on ne va pas nécessairement considérer ce qui est en train de pousser autour avec la même attention, alors qu'il y a une dialectique à l'œuvre dans le terrain vague que je trouve intéressante, qui pour moi fait œuvre. Et une œuvre réussie, pour moi, c'est une œuvre qui en appelle une autre. Et le terrain vague fait ça aussi. Ce qui m'amène à dire aussi que lorsque je convoque des artistes à créer dans des événements, je m'intéresse beaucoup à des pratiques qui mettent non pas l'articulation d'une pensée à l'œuvre, mais plutôt qui vont travailler les conditions d'attention. C'est-à-dire, un peu comme le terrain vague, avec ce qu'on dit de vacuité, de vacances, ou cette espèce de silence qui permet aux gens, aux visiteurs, d'avoir un espace. J'aime que les œuvres aient cet espace-là à l'intérieur. Je ne sais pas si je suis claire, mais... donc, je vois un peu les artistes comme peuvent l'être les éducateurs du lion et de la souris, par exemple, qui vont dire c'est pas l'éducateur qui va être le guide, c'est le lieu. C'est le lieu qui va permettre, qui va être l'éducateur. Donc, le lieu est l'artiste, d'une certaine manière. Et l'artiste serait pas là pour donner le cadre, mais serait là pour peut-être pas diriger, mais accompagner, susciter, peut-être créer l'interstice. Ça, je trouvais ça intéressant. Et puis, donc, ça, c'est un peu une conception de la création à laquelle je tiens. La création comme façon de redonner l'expérience aux gens, au lieu de la combler ou de la pré-mâcher. Tu sais, il y a cette idée-là de laisser une incomplétude, comme au fond, le terrain vague est une sorte d'enseignant qui donne les paramètres, pour moi, d'une œuvre réussie. Puis moi-même, dans mon rôle de commissaire, d'accompagnante avec les artistes, c'est un peu ce que je cherche à faire. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. C'est bon. On va donner la parole à Annie Perrault. Donc, je vais présenter mon livre. D'ailleurs, la couverture, c'est
le viaduc Van Horn. Donc, on était sur le champ des possibles hier, on le voyait au bout du champ, c'était à peu près la vue. Donc, c'est une œuvre de Jason Cantoro. Donc, c'est mon recueil de nouvelles qui s'appelle L'Occupation des jours, mais qui a eu longtemps pour titre Terrain vague au pluriel. C'était mon titre de travail, puis j'ai changé finalement enfin, on m'a fait changer à la dernière minute, donc c'est passé de l'espace, quelque chose de physique au temps qui passe, mais les deux s'y trouvent. Donc, c'est organisé sous forme de 10 terrains. Donc, chaque partie a d'abord une description de terrain de façon comme un cadastre un peu, avec le numéro de l'eau, la superficie, une petite description. Puis ensuite, il y a des histoires. C'est pas seulement des nouvelles. En fait, c'est beaucoup des fragments, des morceaux, donc qui se sont organisés autour de chacun des terrains. Donc, on se déplace pas mal. Amsterdam, New York, Montréal, qui est jamais vraiment nommé. Dans le temps aussi. Donc, il y a des passages au conditionnel. On se promène dans le passé, futur. Et bon, comme c'est un peu difficile de présenter un livre, j'avais un petit résumé que j'ai écrit il y a longtemps quand ça accompagnait le manuscrit. Je vais vous le lire. Ça va vous donner une idée un peu de ce qui se trouve là-dedans. Parce que c'est pas à proprement parler des récits qui décrivent. Il y a beaucoup de descriptions, évidemment, d'endroits, mais c'est vraiment de la fiction. Donc, à partir des terrains vagues que je me suis approprié. Il y en a qui existent pour vrai, il y en a que j'ai trouvé sur Google Art, il y en a que j'ai inventé, mais toujours avec une apparence de réel. Donc, terrain vague, en résumé, c'est à l'époque que ça s'appelait terrain vague. Lieux sans fonction, à l'abandon ou en attente, qui au premier abord ne disent rien et qui pourtant racontent quelque chose de nous, de notre manière de vivre et d'occuper l'espace. Voici dans le désordre ce qu'on peut trouver dans ces terrains vagues. Un tremblement de terre par une radieuse journée de juin, des bouts de ciel et des souvenirs, un drame conjugal dans une rue tranquille de banlieue, des maisons aux façades pareilles, des trouées mélancoliques et sauvages, des mauvaises herbes et de la neige, de la poussière, des larves au plafond d'une cuisine récemment rénovée, un couple qui ne va pas bien, des électroménagers en fin de vie utile, une vieille dame qui ne veut pas d'une mort qui passe inaperçue, des ruptures et des rencontres, des disparitions, des démolitions, du neuf, de vieilles histoires, de l'encombrement et de l'usure, de la rêverie, des histoires qu'on s'invente, des voyages qui ne dépaysent pas, des journées où l'on s'ennuie, des portraits de famille flous, des visages comme des façades où se lit le passage du temps, une femme de ménage qui n'a jamais été très douée pour faire de l'ordre, des gestes d'intérieur, de l'amour en morceaux, des animaux morts sur le bord des autoroutes, un homme qui court, une femme qui court, des traces du dénuement, des forêts épaisses et menaçantes comme on en trouve dans les contes. Donc, je suis contente qu'elle ait parlé du petit chaperon rouge hier, aussi beaucoup de références aux contes. Du vide, beaucoup de vide à remplir, quelque chose dans l'air d'irrespirable, quelque chose qui nous échappe et qu'on ne sait pas nommer. Et ce qu'on ne sait pas nommer, je pense que c'était un peu peut-être mon propre désarroi ou ma propre mélancolie qui me fait écrire et que je ne savais pas j'allais exactement à la rencontre de quoi en me lançant ce projet très vague d'écrire sur le terrain vague. Et ça a été intéressant de voir qu'est-ce qui s'est glissé dans ces récits. Donc, il y a beaucoup de récits de perte, donc deuil du père, mais aussi des récits d'exil, de tout perdre. Donc, dans le récit du tremblement de terre, j'y aborde le manque, donc par rapport au désir, mais aussi par rapport à l'ennui, avec toute une section sur les heures désœuvrées, un peu ces gens, un rapport au travail de gens dont on ne parle pas souvent, donc la femme de ménage, des gens qui ont un emploi du temps un peu vide, finalement, dans une société où on valorise beaucoup le travail puis l'accélération, donc de prendre son temps. Ensuite, l'abandon, donc le vide affectif, que ce soit, il y a des orphelins, il y a des gens qui sont seuls, beaucoup de gens seuls, très peu en dialogue, une certaine indifférence entre les personnages aussi. Mais c'est pas que sombre, là, j'ai l'air de faire un portrait très sombre, mais il y a quand même, ça appelle un peu à ça, le terrain vague, la mélancolie et tout. Beaucoup au niveau de l'ordre et du désordre, je me suis rendu compte à la fin, en essayant de faire tenir tous ensemble, à quel point le ménage, mais l'entretien domestique, donc la vie domestique à l'intérieur que ce soit dans la section du nouveau développement où il y a plein finalement on défait une friche pour construire des maisons aux façades pareilles et que tout a l'air impeccable de l'extérieur, qu'on enlève les mauvaises herbes, on veut rien qui rappelle la mort ou la décrépitude.
Et c'est ça, ce besoin de faire de l'ordre que moi-même j'ai ressenti en organisant, donc dans l'assemblage des fragments à la fin. J'étais un peu désemparée. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais tu as la belle excuse de dire que c'est un peu à l'image d'un terrain vague, donc c'est foisonnant, ça part dans plein de directions. Il y a un personnage qui cite Truffaut, comme quoi la vie est faite de morceaux qui ne se collent pas, mais qui ne se joignent pas. Donc c'est un peu comme ça que j'ai pensé mon assemblage de morceaux, avec des trous, donc des interstices, en me disant que le lecteur, dans le fond, c'est intéressant pour le lecteur d'y mettre, de faire les liens, de combler les trous qu'il peut y avoir entre les personnages. Je n'ai pas compris. Merci. Avant de céder la parole à Antoine, je veux juste rajouter que, en fait, c'est Annie qui m'a donné le titre du colloque. Parce que, en route vers l'île verte, d'ailleurs. En route, oui, vers l'île verte. Et parce qu'on parlait, Élise et moi, on réfléchissait aux espaces interstitiels, on essayait de trouver un titre, et finalement, c'est Annie qui nous parle de son projet Terre et Vague, j'ai fait de nouveau. Toi, tu as eu le titre, mais moi, je ne l'ai pas lu. Merci Annie. Antoine Baclair. Alors, un peu comme Caroline, je ne me considère pas comme un spécialiste du terrain vague. C'est un espace auquel je m'intéresse depuis quelques années, mais de biais, disons. Pour faire une histoire courte, comment ces lieux-là se sont mis à m'intéresser, je dirais que après remonter il y a une quinzaine d'années, dans le cadre de mémoire de maîtrise, j'avais travaillé sur la figure du flâneur dans la poésie française. Je te regarde, Alexandra, parce que tu en as parlé ce matin un peu. Je m'intéressais notamment à un auteur qui s'appelle Jacques Réda. J'en ai glissé quelques mots dans mon intervention ce matin. Et, Jacques Réda qui a écrit notamment Les ruines de Paris, où il explore la zone suburbaine, un recueil qui s'appelle Beauté suburbaine également, un grand piéton, un grand marcheur. Et c'est quelqu'un qui m'a influencé beaucoup. Là, je l'ai rencontré à Paris, j'ai entretenu une petite relation avec lui épistolaire, puis c'est un personnage qui m'a nourri énormément. Évidemment, j'ai voulu, explorer Montréal sous l'œil un peu de Réda à un certain moment. J'étais influencé par son écriture et évidemment, ça se présente différemment en Amérique du Nord. Les terrains vagues, les espaces de transition interstitiels, ne sont pas les mêmes. Donc, on ne peut pas évidemment plaquer du Réda à Montréal, ça ne se fait pas, ça serait trop importé. Entre-temps, j'ai découvert des auteurs comme François Bon, des écrivains qui m'ont sensibilisé à ces espaces-là, qui ne sont pas réputés comme étant des paysages, je dirais, esthétiques. Et donc, j'en suis arrivé à l'écriture d'un recueil de poèmes, Le bruissement des possibles, et je dois dire que le mot « possible » était influencé par le champ des possibles avant même que je découvre cet organisme. Je cherchais depuis longtemps un titre de recueil, et le mot « possible » flottait un peu, et j'ai vu une pancarte, c'était marqué « Champ des possibles », ça m'a vraiment nourri. Le bruissement vient d'ailleurs, mais disons que le mot « possible » avait une connotation très poétique. Je pense qu'on s'entend pour dire qu'en poésie, le mot s'ouvre à différents possibles. Il y a quelque chose de fondamentalement poétique. Et donc, dans ce recueil, je me suis intéressé un peu, pas beaucoup, mais un peu à des zones de transition. J'ai quelques poèmes qui portent sur, je dirais, des espaces de vacuité. J'ai un poème sur un gardien de stationnement, un veilleur, des poèmes qui parlent de centres commerciaux notamment. Et plus systématiquement, dernièrement, je me suis mis à marcher pour m'inspirer un peu davantage. Et depuis, je dirais, 3 ans, mon recueil « Le bruissement des possibles » a été publié il y a déjà 5 ans. Et depuis 3 ans, j'ai entrepris un projet qui est en train de prendre forme, qui consiste à évoquer de manière très réaliste, on a parlé du réalisme aussi d'ailleurs ce matin, des lieux, d'en faire des descriptions, des ekphrasis. Et je m'intéresse à ce qui résiste notamment à la description, comment décrire un terrain vague alors qu'il n'y a pas grand-chose à décrire justement. En faire des descriptions, aller chercher la poésie en essayant aussi de m'éloigner des clichés, parce que c'est quand même le terrain vague, c'est très connoté en poésie depuis, non seulement depuis Baudelaire, T.S. Eliot, mais je dirais que le mot est très connoté en poésie. Et donc, j'essaie de l'aborder de biais, j'essaie de trouver des moyens d'en parler. Mais de manière plus générale, je dirais que le terrain vague s'inscrit dans un intérêt que j'ai pour les non-lieux. On en a parlé encore ce matin, donc je ne vais pas trop me répéter, mais
je me suis intéressé aux non-lieux avant de lire Marc Augé. J'ai lu Marc Augé assez récemment, je dois l'avouer. J'étais déjà fasciné par ces espaces qui ne sont pas nécessairement comme les terrains vagues. Ce sont des espaces un peu sans identité, qui n'ont pas nécessairement de strate temporelle, de strate historique, des lieux associés à la mondialisation notamment. Donc je m'intéresse aux non-lieux, par exemple au café Starbucks, aux aéroports, aux lieux qui sont, dénués de poésie a priori, mais je pense que c'est justement le rôle du poète que d'aller là où la poésie n'est pas nécessairement, et essayer d'en trouver, parce que je crois que la poésie est partout, la poésie est là, on veut bien la voir. Et pour renouveler la poésie, je crois qu'on a tout intérêt à aller là où elle n'est pas normalement. Et donc, je me suis intéressé à ces lieux, ces non-lieux. Et le terrain vague est entré un peu, je dirais, dans mon champ de mire, enfin, un peu par hasard. Et en réfléchissant avec Marc Augé, j'ai réalisé finalement que ce n'est pas tout à fait un non-lieu, un terrain vague, puisque, comme on en a parlé aussi, c'est un espace qui, peut comporter une forme d'identité, peut comporter une forme de passé, d'histoire, un volet temporel au terrain vague aussi. Donc, voilà en gros. Donc, je m'intéresse au terrain vague, mais surtout aux non-lieux, je dirais. Et dans mon projet d'écriture en ce moment, je m'amuse à prendre des photos. Je reviens, j'accumule des photos, j'écris à partir de ces photos ou c'est à partir de mes souvenirs. C'est énormément lié à la marche, à la déambulation. Et je me retrouve dans des endroits vraiment très étranges. Il m'est arrivé de me retrouver dans l'est de l'île, sur le boulevard Henri Bourassa, près des concessionnaires de voitures. Je stationnais ma voiture, je marchais un peu. Et je me demandais vraiment qu'est-ce que je faisais là parfois. Mais c'est en même temps très inspirant. Il y a quelque chose de très, très étrange. Et l'étrangeté est porteur de poésie, à mon avis. Porteuse de poésie. Alors, je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup, Antoine. Ce qui me frappe en vous écoutant, c'est le profond respect et votre attitude d'écoute à l'égard des lieux. Le mot géocentré m'est venu en écoutant Caroline. Et en fait, la première question que j'aimerais vous poser, puisqu'il faut que je choisisse un point de départ un petit peu arbitraire, ce serait qu'à partir du moment où on commence à travailler sur le terrain vague ou à en parler simplement, on doit faire des choix. Et en fait, par exemple, quelles caractéristiques retenir, comment on va le présenter, comment on va problématiser cet espace-là. Et il faut faire des choix là où le terrain vague se donne vraiment en toute simplicité, dans sa dimension pragmatique. Alors, ma question, ça serait, est-ce que vous êtes conscient de ces choix? Comment vous les effectuez? Qu'est-ce que vous retenez du terrain vague? Et puis, comment se passe le dialogue avec les différents acteurs du terrain vague, que ce soit des marginaux, des artistes, des adolescents, des enfants? Alors, je ne sais pas lequel d'entre vous, le ou laquelle, vous aurez se saisir de la question pour commencer. Il y a plusieurs volets dans la question. C'était pour vous donner des prises. En fait, en ce qui a trait à la manière d'appréhender le terrain vague, je vais commencer, vous poursuivrez. Je vais peut-être être en panne d'inspiration. Un peu comme, pour revenir à la figure du flâneur, je pense qu'il faut être prêt à se laisser bercer par les événements, par les contingences, par le moment présent, et on n'appréhende pas un terrain vague avec des a priori trop précis, parce que sinon, on va le catégoriser. Chaque terrain vague est différent. Il faut être ouvert aux surprises qu'on va confronter. Donc, essentiellement, c'est ce qui me vient à l'esprit. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Je vais peut-être parler du fait que le terrain vague, je trouve, appelle à un dessaisissement. Puis, je suis retournée lire un petit peu Gilles Clément qui parlait justement du dessaisissement versus le saisissement en lien avec les tiers espaces, tiers paysages. Puis, il disait qu'au fond, à partir du moment où tu saisis cet espace-là, tu le perds. Mais que le dessaisissement l'entretient finalement. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Donc il y a peut-être l'idée du non-choix qui vient en ligne de compte. Benjamin parlait du choc. En fait, quand il parle de Baudelaire, Walter Benjamin évoque l'importance du choc comme moteur esthétique, être saisi ou dessaisi. Ça rejoint un peu ça. Ouais. Le flâneur, c'est celui qui se laisse choquer d'une certaine manière, qui se laisse surprendre. Effectivement, je pense qu'il faut se dessaisir de toutes sortes d'a priori quand on explore ce genre d'univers, être vraiment réceptif à tout un ensemble de dimensions qui sont habituellement peut-être réprimées ou qui ne sont pas habituelles. Donc, essayer de... C'est sûr que dans l'optique avec laquelle
j'ai travaillé cette idée de terrain vague, c'était plus dans une perspective d'occupation, d'invitation à peut-être profiter des qualités que peuvent receler ce genre d'espace. Donc là, il fallait, oui, se dessaisir, mais être réceptif à tout ce qui pouvait être les qualités visuelles, mais les qualités tactiles, les qualités... donc, tout l'ensemble de la sensorialité, le rapport avec d'autres espaces, bien sûr, avec la ville environnante, parce qu'on est à la fois, le terrain vague, on est souvent, ou l'interstice, on est souvent comme au cœur de la ville, mais en même temps un peu en décalage, donc il y a cette espèce de sensation d'être au milieu des choses, mais en même temps d'avoir une certaine distance. Donc tous ces facteurs-là doivent être pris en compte et après, il faut, avec l'optique avec laquelle on travaillait notre intervention ou les interventions subséquentes, c'était très important d'agir au bon endroit, parce qu'avec l'économie de moyens pour justement profiter du maximum et ne pas basculer dans quelque chose qui serait de l'ordre du laisser-aller. Par exemple, on aurait pu, si je prends l'exemple encore du projet hypothèse d'amarrage des tables de pique-nique, on aurait pu les laisser aller à peu près n'importe où sur le site, mais là, ça aurait pu être perçu comme un déchet, un autre fragment en décrépitude. Donc, il fallait la positionner pour qu'on sente qu'il y avait une intention, sans qu'il y ait que ce soit trop fort, donc, et profiter du maximum des conditions ambiantes. Donc, il y avait tout un travail d'exploration d'un aménagement minimal qui ne se percevait pas pratiquement, mais qui était de l'ordre quand même un peu de l'acupuncture. Il y avait quelqu'un d'hier qui était acupuncteur. Donc et ce terme d'acupuncture est aujourd'hui très utilisé justement dans la perspective urbanistique d'intervention minimale qui réactive les flux sans trop les laminer d'intention et d'aménagement. Donc, l'acupuncture est une métaphore fort intéressante pour l'action sur ce genre d'espace. En fait, c'est intéressant, on va poursuivre dans la métaphore corporelle parce que c'est ressorti à la fois quand vous parliez d'aménagement minimal ou très circonscrit, puis c'est ressorti aussi dans d'autres communications, cette idée que l'avènement du terrain vague, où ça surgit progressive, marque souvent le début d'un retour de la nature dans le tissu urbain. Mais ce n'est pas une nature qui est jardinée, qui est propre. Et c'est pas non plus la nature grandiose dans le sens de wilderness. Alors, je sais pas, on pourrait peut-être vous entendre sur ces rapports entre nature et culture. Puis quand Isabelle et moi, on avait parlé un peu de ça, on avait parlé d'une nature qui était souvent invisible, insoupçonnée, mais nécessaire. On avait parlé justement des abeilles, de tous ces insectes qui sont nécessaires ou qui jouent un très grand rôle. On s'était demandé, est-ce que le terrain vague, c'est un petit poumon vert pour la ville? Quel serait son état de santé? Est-ce que c'est un poumon de toxicomane ou d'un jeune enfant en santé? Et qu'est-ce qu'il peut lui aussi pour la santé du corps urbain? Je ne sais pas si ça inspire certains d'entre vous, les rapports nature-culture au sens large, ou si vous voulez poursuivre sur la métaphore corporelle. Moi, en fait, je vais dire un peu les deux questions. Ce matin, Carole parlait qu'elle était surtout intéressée par les terrains aux limites floues, donc assez grands. Et moi, c'est plutôt les dents creuses, ce que les urbanistes, donc les petits trous entre les maisons, parce que mon intérêt pour le terrain vague vient aussi de la course à pied que je pratique 4-5 fois semaine. Et c'est comme des vides que j'observe. Il y a tellement de choses à observer quand tu cours. Alors, quand tu tombes sur un petit vide avec un peu de verre, surtout, moi, j'ai un Rosemont Petite Patrie où j'habite, je pense que c'est l'endroit où il y a le moins d'espace vert par densité de population. Donc, ça, et le long du chemin de fer où on était hier, où il y a une végétation quand même qui a pas beaucoup dans les rues. Donc, moi, ça m'interpelle. Maintenant, pour ce qui est de la santé du terrain, je sais pas. Puis moi, je l'aime assez imparfait, le terrain vague, c'est-à-dire avec ses mauvaises herbes, avec je veux dire, s'il y a des tentatives d'aménagement, je vois plus une façon de défigurer le terrain vague. Donc, je sais pas pourquoi. À partir du moment où la nature a pris le dessus, en fait, c'est plus tout à fait un terrain vague, c'est plus un parc peut-être. Donc, le terrain vague est peut-être condamné à ne pas vraiment s'ouvrir à la nature. Il y a comme des cas limites. Je remarque quand même à Montréal qu'il y a beaucoup de potagers urbains, de jardins communautaires qui
sont apparus dans les dernières années, qui sont quand même des réappropriations des terrains vagues qui sont intéressantes. Je crois que là, on a un bel exemple de nature qui prend le dessus, mais en même temps, c'est une nature très domestiquée. C'est pas la nature de wilderness dont on parlait. Donc, je ne crois pas que la nature puisse, je dirais, s'imposer nécessairement dans un terrain vague. Est-ce que tu veux... Oui, ben, en fait, j'ai l'impression que le terrain vague, c'est un terme qui est très anthropocentré. Puis toutes les questions, on dirait que dès qu'on l'ouvre, puis qu'on arrête de prendre le point central qui serait celui de la société ou de la culture, puis qu'on le considère à partir du non-humain, de la nature, disons, c'est comme si toutes les questions d'indéterminé, de vide, tout ça, ça ne tient plus de vague parce que les écosystèmes, ils ont leur programme, ils ont leur code, ils ont leur intentionnalité, puis c'est seulement parce que il y a une espèce de relâchement d'intention d'un point de vue culturel qu'on peut soudainement voir ces espèces de pousses-là ou qu'on peut les voir mieux, qu'on peut voir leur manifestation, mais c'est pas parce que c'est une broussaille que c'est du vague ou que c'est du vide ou que c'est rien ou que ça demande à être investi. Puis parfois, je trouve que le vocabulaire qui est associé au terrain vague, comme investir, exploiter, développer, je trouve que c'est tous des termes qui sont très liés à la colonisation. Puis je trouve ça un peu... parfois, ça me choque un peu d'entendre tout ça. Comme je m'intéresse beaucoup à la relation nature-culture, puis au dialogue possible, puis comment on peut même considérer éventuellement des subjectivités dans des agentivités, entre guillemets, dans le non-humain. Je me demande comment on peut penser ça dans le terrain vague. J'ai pas de réponse, mais il y a peut-être dans le choix des mots ou ce que j'ai à dire. Pour l'instant, ouais. Mais je pensais, comme tu avais évoqué, Clément, je pensais que tu allais peut-être réagir, parce qu'en fait, on peut, je pense, associer le tiers paysage au terrain vague, en tout cas à une forme de terrain vague. Et pour Clément, entre autres, et dans une perspective d'aménagement, mais avec sa vision très particulière, le terrain vague comme tiers paysage est une richesse biologique, une richesse de biodiversité. Donc, c'est vraiment des éléments précieux en termes de biodiversité, en termes de nature, entre guillemets. Et donc, à ce titre, on pourrait dire qu'effectivement, le terrain vague est un endroit privilégié, justement, pour des environnements qui sont beaucoup plus riches, peut-être visuellement, avec notre culture paysagère qui a été... finalement, qui émane de toute une tradition du jardin français, donc de manicurer finalement les végétaux de façon très, très formelle. On n'a pas la sensation peut-être que c'est une belle nature, mais belle nature et nature riche, c'est pas du tout synonyme. Et donc, je pense qu'à ce titre, d'un point de vue strictement biologique, les terrains vagues sont vraiment des lieux à préserver. Et moi, j'avais fait une étude aussi, plus une exploration, mais je trouvais que dans ces conditions de terrain vague, on avait peut-être davantage que dans le grand wilderness, qui est de distance, on avait donc la résurgence d'un nouveau sauvage, de ce que j'appelais la sauvagerie urbaine, qui était plus intéressante. Si, par exemple, les paysages ont été un peu la colonisation des forêts, des paysages lointains, le nouveau wilderness était vraiment près de nous. Il émergeait de la plateforme urbaine comme des cratères d'indétermination, de non-contrôle. Et je trouvais que c'était intéressant, donc, cette proximité d'un nouveau sauvage qui était... qui est de toute nature. Hein. C'est pas la beauté, même la beauté du wilderness telle qu'on la connaît dans les grands paysages américains, mais c'est plutôt c'est une nature impure, une nature qui mêle le pire, donc tous les résidus de pollution avec les petites plantes de Sibérie qui ont traversé le continent avec les voies ferrées qui se retrouvent sur un terrain vague en plein cœur de Montréal. Donc il y a à la fois la fragilité qui résiste à des conditions très, très arides,
que je comparais à cette idée de la toundra, que je trouve assez... quand on se promène dans les terrains vagues, surtout à l'automne, on se concentre sur le sol et sur l'aspect tactile et visuel, ou haptique, comme on a évoqué le terme hier. Je pense qu'il y a des rapports assez intéressants à faire avec la toundra. J'avais d'ailleurs fait un petit exercice en parachutant un caribou broutant sur la toundra d'un côté et sur un terrain vague de Montréal de l'autre. Et c'était pas évident de trouver où était la vraie toundra. Et la toundra, c'est un environnement dur, mais en même temps où il y a des merveilles qu'on ne perçoit pas, comme cette petite fleur qui pousse au pied des blocs de béton sur Sainte-Catherine, qui est une plante qu'on retrouve en Sibérie. Donc c'est toute une géographie qui peut émerger comme ça, qui nous amène à d'autres échelles. Donc je pense qu'à ce titre, le terrain vague est vraiment à plusieurs niveaux un foyer d'intérêt pour la question de la nature. Merci. Alors, il nous reste une quinzaine de minutes. Alors, j'aimerais maintenant qu'on ouvre, maintenant quiconque peut parler. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui veulent réagir à ces propos sur la proximité, cette familiarité qu'on a avec le terrain vague, ou réfléchir à ces problèmes d'échelle qu'on vient de nous proposer. Sinon, vous entendre parler sur cette vision vraiment à rater du terrain vague m'a fait penser, on a beaucoup parlé de la mémoire du terrain vague, de son rapport à la durée. Et dans les conversations informelles autour du colloque, on disait « Oh, il y a des villes comme ça qui s'effacent avant d'avoir pu accumuler une certaine patine. On ne peut pas vraiment les lire sur un plan historique. » Et je me dis, le terrain vague, comme il y a très peu, voire pas du tout de bâti, est-ce que ça serait un endroit privilégié pour lire ou déchiffrer ces différentes strates de la ville? Rapidement, il faut compléter, parce que j'ai l'impression que le terrain vague à Montréal, par exemple, se lit différemment par rapport à l'Europe. Les terrains vagues en Europe sont souvent le fruit de... En fait, je pense j'ai l'exemple de Berlin en tête, mais il y a eu des guerres, en fait, qui ont créé des trous dans les villes, et là, il y a toute une mémoire historique qui se rapporte aux terrains vagues en Europe qu'on n'a pas ici vraiment. Qu'est-ce qui remplace la guerre en Amérique? C'est peut-être... là, c'est une métaphore un peu brusque, là, mais l'industrialisation crée des terrains vagues énormément. Donc, lorsqu'on pense aux terrains vagues en Amérique du Nord ou à Montréal, je pense qu'on a plus en tête le passé industriel. C'est une manière de lire l'histoire industrielle de Montréal. Très souvent, lorsqu'on s'y intéresse, on l'a vu hier. Donc, je pense que les terrains vagues appellent différentes formes de lecture selon le continent, selon la ville, énormément. Enfin, je rebondissais avec enthousiasme sur le oui, je ne pas. Est-ce que les acteurs du terrain vague vous intéresseraient davantage? On a beaucoup parlé des usagers, on en a vu différentes figures. Les itinérants, les gens qui ne font qu'y passer pour se rendre au travail ou à différentes occupations. Les urbanistes, nous avons eu des exemples avec les adolescents, les enfants, les artistes, la communauté, que ce soit les tables de pique-nique par exemple, et la table, je trouve, c'est vraiment le meilleur exemple de convivialité, comme une table ronde en quelque sorte. On a aussi beaucoup parlé des urbanistes et des architectes. Peut-être qu'on a moins parlé des anciens propriétaires. On a vu des exemples d'anciens propriétaires qui détruisaient les quelques bâtiments qu'il y avait ou les condamnaient pour prévenir les possibilités de squattage des terrains vagues. Les employés municipaux, on est nous-mêmes allés se promener dans un terrain vague. Bon, le gazon est tondu à peu près, à quelle fréquence? Alors je ne sais pas, est-ce que quelqu'un voudrait parler de ces différents acteurs ou de qu'est-ce qu'on peut venir faire sur un terrain vague? Dans ma longue marche à travers la ville de Montréal, en fait, j'ai rencontré étonnamment peu de gens. Je peux marcher 10 heures sans voir personne, ni voir une voiture. J'ai quand même rencontré une petite communauté d'une dizaine de vieux monsieur, madame italiens qui ont eu la permission, qui sont tolérés en fait, sont dans le fond, très loin dans le fond d'un grand terrain vague, qui se sont installés là avec. J'ai mangé les meilleures tomates, vraiment, avec du prosciutto fait maison, c'est fantastique. Mais donc, il y a
ce genre de gens-là qui sont illégaux, mais leur présence est connue, les propriétaires, ils sont tolérés parce qu'ils sont calmes, ils se ramassent, ils sont venus. J'ai rencontré des gens méchants qui étaient là pour surveiller, qui m'ont fait peur. J'ai rencontré des gens qui faisaient juste marcher comme ça, en fait, surtout pour se rendre, prendre un raccourci, pour aller quelque part, beaucoup quand il y avait les chemins de fer. Mais en tout cas, je pense que j'ai l'impression que les terrains vagues sont plus cadrés, qui sont plus près des milieux d'habitation, c'est peut-être mieux fréquenté. Je trouve qu'il y a juste une seconde, il y a une différence entre les terrains vagues de jour et de nuit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de métier physique, parce que je m'en ai à l'engueuler quelque part, et qui viennent la nuit seulement dans les terrains vagues. Ouais, mais j'ai quand même trouvé très peu de traces. Il y a un endroit où j'ai trouvé un petit cabanon futile, mais très peu de traces des déchets, plutôt du dumping que vraiment des choses qui seraient laissées derrière par quelqu'un qui aurait pu. Évidemment, je peux marcher de l'entièreté du terrain vague sur le Montréal, mais j'ai quand même fait une marche de, je sais pas, 52 km. J'étais étonnée, en fait. Moi, je m'attendais à rencontrer quand même beaucoup de gens. Finalement, en tout cas sur le trajet que j'ai suivi, très peu. Ça a été une découverte. J'étais très étonnée. Je m'attendais à rencontrer beaucoup de choses, beaucoup de gens. Très peu. Autant de semaines que de week-end. Oui. Peut-être parce que c'était quand même un peu par rapport au non, centre ou par ça. rapport au transport en commun ou enfin des lieux de Sans passe. doute que si j'avais été plus. Si j'avais fait une ligne plus proche, si j'avais La passé par le densité, centre-sud, par exemple, Mhm. tu sais, ou à Pointe-Saint-Charles, sûrement j'aurais rencontré plus de gens. Déjà, j'avais fait le choix de prendre la ligne la plus longue, et donc il y a nécessairement un peu plus au nord que les quartiers denses. C'était très vide. Mais c'est sûr aussi que c'est occupé, puis je pense aussi que j'en ai un peu parlé dans ma communication. Moi, le terrain vague auquel je me suis intéressée est très occupé, c'est pas non plus des foules de centaines de personnes, quoique il y a eu quelques fêtes de grande envergure avec système de son, donc rave party qui ont eu lieu à ce terrain vague-là, mais aussi à d'autres terrains vagues à Montréal. C'est dans les lieux qui sont intégrés par cette communauté-là qui veulent aller danser en extérieur gratuitement sur de la musique. Puis moi, c'est ça, le terrain vague, que dans chaque maison-là, ce terrain vague-là est vraiment... C'est le lieu de rencontre quand, par exemple, tu veux faire un feu, quand tu veux faire des trucs justement qu'on ne peut pas faire dans les parcs, même juste aller comme partager une bière, quelque chose qui s'est de plus en plus limité, de plus en plus encadré. Puis c'est vraiment... c'est un peu la cour arrière des gens qui n'en ont pas à chaque maison-neuve. Il y a vraiment beaucoup cette idée-là de on veut être en extérieur, mais on peut peut-être partager une bière, faire un feu, faire des activités que dans un parc on ne pourra pas nécessairement faire. Puis énormément, moi c'est ça, mon rapport au terrain vague, c'est un rapport d'usage. Parce qu'en général, quand je vais, où il y a aussi les traces de ces usages-là, il y a toujours des feux soit qui brûlent encore, soit les cendres, des traces même de gens qui clairement y habitent la nuit ou qui viennent. C'est très très habité, puis c'est pour ça que le paysage change aussi. Chaque fois que je vais me promener, on dirait qu'il y a des objets hétéroclites, il y a comme tout un langage, tout un récit qui s'est composé par les objets laissés là, qui sont déplacés, qui sont transformés. Mais c'est sûr que ça c'est un cas particulier, j'imagine que ça dépend vraiment. Je pense qu'il y a autant de variations caméral que hier de caméra. Pour retourner un peu à l'idée de continent et de pays, j'ai remarqué en travaillant sur Ignacy que c'est plutôt, les terrains vagues sont définis plutôt dans le monde ouest, que c'est plutôt mais aussi Middle East. Mais bon, c'est plutôt un truc européen, canadien, américain, parce que si on prend les exemples de Shanghai, c'est une autre histoire. On ne peut pas parler vraiment du terrain vague de la même façon qu'on parle maintenant. Ça sera un discours complètement différent, je pense. Et les stakeholders, les gens qui font avec, les gens qu'on peut retrouver dans le terrain vague, ça change aussi en relation où il est, parce que maintenant, au Liban, il y a plein de Syriens qui prennent les espaces où on peut prendre. Et le climat aide
Parce que je pense ici, durant l'hiver, on ne peut pas rester dans le terrain vague, on aura du froid. Alors que l'hiver, on peut rester parce que toute l'année. On parle beaucoup de la mémoire du terrain vague, mais j'avais envie de parler aussi de l'oubli du terrain vague qui finit par se fondre dans la trame urbaine aussi à un moment donné. Les dents, comment tu appelles ça? Dents creuses. Les dents creuses, on finit par les oublier. On les voit pas. Elles font partie du paysage, on les accepte, ils sont là. Puis il y en a qui peuvent rester là longtemps, là, des vingtaines d'années, puis c'est comme un mystère dans où la spéculation immobilière, ça doit valoir une fortune, ce terrain-là, mais oui. Ouais. Donc ça aussi, c'est intéressant. On parle beaucoup de mémoire, mais à un moment donné, on finit par les oublier, on les prend tels quels, ils font partie de la trame urbaine, puis on les accepte comme ça, sans nécessairement leur prêter des attentions ou quoi que ce soit. Ils sont là, puis on les aime comme ils sont. C'est souvent quand il y a un projet qui est annoncé que finalement, on se rend compte que c'était pas là pour toujours. On devient nostalgique. Oui, c'est ça, on s'y a... Juste pour terminer, parmi les acteurs, il me semble que l'adolescent est au centre du terrain vague aussi. Je ne sais pas si tu parles un peu de l'adolescence quand tu parles des fêtes aussi, mais... C'est sûr que c'est lié. Des fois, j'essaie de ne pas limiter à ça non plus, que bon, c'est juste les jeunes qui font ce type d'activité-là aussi, délinquantes, aller boire une bière, ça, parce qu'il y a aussi différentes tranches d'âge, mais en effet, c'est vraiment le lieu, je ne sais pas qui disait comme ça, mais que justement c'est un lieu où les adolescents peuvent venir dans des endroits qui ne sont pas surveillés, planifiés par les adultes. Il y a ce besoin-là, je pense, d'avoir un lieu où ils peuvent expérimenter hors l'adolescence, justement, des transgressions et des cadres. C'est un espace de marge, mais aussi c'est un interstice. L'adolescence, c'est justement cette zone entre l'enfance et l'adulte. En fait, ça correspond bien, je dirais, à ce passage. C'est un lieu initiatique, enfin, le terrain vague, on a tous connu, en fait, je veux parler pour tout le monde, mais moi j'ai bu mes premières bières sans doute dans les terrains vagues, fumé mes premières cigarettes peut-être. Donc c'est un lieu illicite, un lieu comment dire, secret, enfin, qui correspond bien à cet âge de l'adolescence, à mon avis. Et ça, enfin, ça peut être aussi, là je fais peut-être un lien un peu forcé, mais il y a quelque chose du merveilleux là-dedans. Enfin, je ne parle pas nécessairement du rapport à la drogue ou stupéfiant, mais je dirais que c'est un espace magique. Ça se passe la nuit, la fête, c'est un lieu qui se transforme la nuit. Ça rejoint peut-être le thème du conte, enfin, par la bande, enfin, un espace un peu fantastique, un peu étrange. Déjà, si je peux rebondir là-dessus, même si ça nous envoie ailleurs dans l'usager, oui, il y a une pénétration du merveilleux, ne serait-ce aussi parce que dans cette espèce, on a parlé de page blanche. C'est un univers qu'on peut inventer, sur lequel on a parlé aussi beaucoup. En effet, c'est très anthropocentré, notre rapport au terrain vague. J'ai trouvé ça très intéressant que tu parles un peu plus de l'inhumain, qui est là aussi, qu'on essaie d'y raccrocher. Mais en effet, c'est un espace sur lequel ça invite à y rejeter toutes sortes, à y donner toutes sortes de perceptions. Ça invite un peu à, quand on a une page blanche, ça invite aux mots, ça invite au dessin, ça invite à l'image. Puis je pense qu'en effet, c'est que pour les adolescents, c'est toute une autre ville qui peut être créée un peu dans un certain état mental, c'est tout un autre paysage. En tout cas, l'imagination est clairement suscitée par ces espaces-là. Ça a été vraiment... Pardon. Non, vas-y. Je me disais que ça a vraiment été adopté, j'ai l'impression, l'espace du terrain vague aussi par toute la culture underground, la musique, les pochettes de disques, Godspeed You Black Emperor avec c'est l'image, je pense que c'est Charlie Possible avec au loin ces espèces de... Donc il y a comme, ça devient un porte-étendard pour une culture marginale aussi. Donc ça a été adopté, ça. Je veux dire, c'est entré au fond comme un symbole qui porte des valeurs. Ok, alors j'allais demander justement, parce que si on conçoit le terrain vague comme une page blanche, un lieu où tout est possible, justement ce genre d'expérience qu'on recherche peut-être dans ces états de transition que sont par exemple l'adolescence, c'est aussi des moments de vie, parce que selon moi il n'y a pas juste l'adolescence, on essaye de tester cela, où on cherche à se mettre à l'épreuve aussi sur le plan sensoriel, on peut s'ouvrir à la peur, on veut se faire peur à soi-même, essayer de tester nos propres limites. Alors bon, la peur, l'ouvert, de nouvelles expériences, l'expérience sensible, essayer de nouvelles sensations, on en a eu des exemples.
je me demandais, pour ceux qui ont une pratique de création, ou peut-être même une théorie là-dessus, comment s'exporte tout ce vécu, ces nouvelles sensations en art? Qu'est-ce que ça génère comme matériau artistique, comme imaginaire? Alors je sais pas, on a beaucoup parlé du mot interstice, on a récusé les mots investir et appropriation. Quel serait le vocabulaire, le lexique du terrain vague, ou s'il y avait des sensations? C'est qu'Élise et Annie voulaient répondre. Moi, je dirais que. Enfin, moi, je suis géographe, je suis plutôt du côté du savoir, mais avec une méthodologie créative et dans ma. Enfin, je considère que ce que je produis, c'est de la création de savoir. Et donc, je ne pourrais pas répondre souvent que de la création et de l'imaginaire, mais ce qui m'a paru assez clair quand j'ai parcouru les terrains vagues à Montréal, donc j'ai d'abord fait une espèce d'enquête un peu plus générale. Élise et Isabelle nous avaient donné un petit peu des adresses, donc c'était assez exploratoire. Et quand je suis arrivée à Barrie, Ontario, j'ai trouvé que ce terrain, qui n'est pas un terrain vague au sens archétypal, donc il est au minimum aménagé, au minimum un peu géré, il est nettoyé, il est tendu, mais c'était quand même un terrain qui n'était pas un parc. Il n'était pas référencé comme parc, ni comme square, ni comme espace vert, mais il n'était pas non plus utilisé comme un parc. Donc c'était quand même un lieu qui résistait vraiment à l'analyse, qui résistait à une définition, aux catégories, qui résistait même aux usages, je dirais, classiques de la ville. Et donc moi j'ai vu des gens traverser, et donc c'est vraiment en passant par le sensible que j'ai pu approcher ce terrain, par l'observation, par l'écriture. J'ai tenu un carnet, j'ai fait des cartes, je suis retournée un petit peu tous les jours. Et il m'est bien apparu qu'il n'y avait pas d'évidence pour ce lieu. Il n'y avait pas d'évidence spatiale. C'était un lieu quasiment infonctionnel, donc qui était approprié par des gens. Et quelque part, parfois périodiquement ou régulièrement, mais quand même avec des appropriations spécifiques, et que quand même ça remet en jeu le corps. Et ça nous repose aussi la question des corps normalisés. Et dans ce terrain, le terrain il nous invite à faire des choses qu'on ne ferait pas dans un parc, parce qu'il a une conception, il a une conception particulière. Et aussi une indéfinition spécifique. Et voilà, ça repose la question des corps normalisés. Et moi, ça m'a ouvert, c'est vraiment par l'expérience. Seule l'expérience pouvait m'amener à comprendre ce lieu et à l'apprendre aussi. Donc, seule l'expérience et la création, les outils de la carte, de l'écriture, ont pu m'amener vers le savoir de ce qui est. Alors, si je peux juste dire, quand tu parlais d'image, puis tantôt, en tout cas, toutes les opinions, on dirait qu'ils convergent vers quelque chose pour les tampons. Je trouve qu'on a réussi à l'identifier ou à le cerner, cette idée du terrain vague. On a toutes les références communes, c'est un peu toute la contre-culture, l'idée de référence, quelque chose de primaire, de non normalisé. Moi, je trouve qu'on a réussi un peu à le définir et à y donner justement cette idée que c'est un lieu. C'est pas quelque chose qui n'a pas d'identité, mais il y en a une, puis même si c'est une identité qui est autre que celle qu'on est habitué à penser. Si je peux apporter le mot de la fin, en fait, qui serait un commentaire en fait sur l'intervention d'Élise et de Jean-François. J'ai posé une question qui portait plus ou moins sur le sensible, le sensoriel, et Élise, qui pourtant travaille sur le sensible, ce qui m'a frappé dans ta réponse, c'est que tu employais beaucoup de verbes d'action. Le terrain vague, c'est un endroit qu'on doit pas se saisir, mais qui appelle à l'action, que ce soit une action d'ordre intellectuel, un mouvement de la pensée ou une création, quelque chose de concret.
je suis très reconnaissante à Jean-François d'avoir ramené à ma place, et sans doute mieux que je n'aurais pu le faire, les différents fils qu'on a pu tisser autour de ces espaces qui sans doute sont peut-être pas... j'aimerais, en fait, c'est le mot invitation sur lequel j'aimerais peut-être finir, ou cette idée d'accueil ou de communauté qui fait que ce n'est pas l'humain qui va imposer sa marque ou sa trace sur le terrain vague, mais que c'est un lieu où c'est possible de se retrouver puis de faire émerger quelque chose, en fait. Alors, je vous remercie toutes et toutes pour votre belle participation, tant à cette table ronde que pour nous avoir suivis un peu aux quatre coins de la ville, ou presque, et dans des expérimentations dans lesquelles on ne savait pas dans quoi on s'embarquait. Merci à toutes et à tous. Merci.